Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leur passion, talent, conviction et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce dernier épisode de la saison 1 d'Instant Cactus, j'ai le plaisir de discuter avec Sarah Hoeflin et on va parler aujourd'hui de ski freestyle. Sarah est médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 2018, récompensée à plusieurs reprises aux X Games et également la détentrice de 2 globes de cristal en Coupe du Monde, pour ne citer que ça, parce que la liste est longue. Bonjour Sarah, bienvenue sur Instant Cactus. Salut, merci pour l'invitation. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous raconter ton parcours et puis alors je sais qu'on te pose toujours la question, mais en fait, comment tu as été repérée, comment tu as découvert le freestyle, tes débuts en compétition, etc. Alors, c'est une assez longue histoire, c'est un petit peu farfelu, c'est un petit peu différent comparé au parcours des autres athlètes, on va dire. Alors moi, je suis née en Suisse, du coup j'ai commencé à faire du ski à 2-3 ans, je ne sais même pas à quel âge mes parents m'ont mis sur les skis, mais je pense que c'était assez jeune. Et du coup, j'ai quand même grandi en faisant pas mal de ski en Suisse, en France. J'ai pas mal skié à Méribel, à Chamonix, autour de Genève, quand j'étais plus jeune. Et à l'âge de 12 ans, je suis partie vivre en Angleterre. Donc, j'ai commencé par faire, je sais pas, bien 2-3 semaines en tout par année de ski. J'ai jamais fait partie d'un club, par contre. Mais de skier un petit peu avec les parents, la famille, quand même assez régulièrement, on va dire. Donc, on allait un peu les week-ends, on partait en camp de ski des fois avec l'école et tout. Et à l'âge de 12 ans, quand je suis partie en Angleterre, le ski, c'est devenu quand même beaucoup plus rare. J'ai skié beaucoup moins. D'ailleurs, j'ai même fait une saison qui était sèche, on va dire, où j'ai pas pu skier. J'avais 18 ans et j'étais plutôt... J'avais des autres hobbies, je préférais plutôt faire du hockey sur terre. Et puis, j'avais des examens assez importants en fin d'école, quoi. Donc, je me suis concentrée là-dessus. J'ai un peu arrêté le ski. J'en faisais quand même bien une semaine, tu vois, par année, mais pas beaucoup. Et c'est à l'âge de 20 ans, quand je suis partie à l'université de Cardiff, au Pays de Galles, pour étudier la neuroscience. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'est des potes de l'université qui m'ont fait découvrir le ski freestyle et en fait le plaisir, le kiff du ski. Et avant ça, je trouvais ça toujours vraiment fun comme sport, mais j'étais jamais, pas plus que ça, on va dire. J'aimais skier, mais après j'aimais aussi bien faire autre chose, on va dire. Mais c'est vraiment des potes anglais qui m'ont fait connaître à quel point le ski, ça pouvait être fun. Et c'est là que je me suis mise à regarder des vidéos, à vraiment découvrir un nouveau sport, un nouveau monde que j'ai tout de suite trouvé incroyable. C'est comme ça que j'ai découvert le ski freestyle. C'était avec des potes. On est parti faire du ski en anglais, on appelle ça une dry slope. C'est du synthétique, quoi. Il n'y a qu'une piste de ski qui n'est pas très longue et c'est comme si on skiait sur du plastique, en fait. Et c'est là que j'ai fait mon tout premier backflip. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a lancée dans le ski freestyle au tout début. Et mes potes m'ont dit, mais Sarah, c'est trop cool, tu sais faire un backflip. Je savais déjà faire un petit 3-6, un hélicoptère, comme on appelait ça nous. Et c'est des potes qui m'ont dit, mais Sarah, tu sais qu'il y a des compétitions de ski freestyle, de slopestyle. Si tu fais des 3-6, tu peux gagner des compètes, tu peux gagner une paire de skis. Justement, moi, j'avais jamais vraiment eu du bon matos. Je me rappelle notamment d'avoir grandi avec des vieilles chaussures qui appartenaient à une tante, des trucs des années 80 qui me faisaient super mal aux pieds. Ça me donnait envie de vomir tellement je trouvais ça inconfortable. Et j'avais toujours des vieux skis tout droit, vraiment des trucs que tu trouverais maintenant chez Troc ou... En mode vintage, limite, ouais. Ah, mais complètement. Et c'est là-dessus que j'ai appris à skier. Et du coup, quand on m'a dit que je pouvais gagner une toute nouvelle paire de skis, pour moi, c'était dingue.
fallait absolument que je le fasse. En plus, jamais vraiment rien gagné de ma vie, quoi. À ce point-là, je voulais faire de la médecine. On m'avait pas acceptée en école de médecine, donc c'était vachement dur pour moi. Puis c'était un peu quelque chose de différent. Je me suis dit, bah tiens, je suis forte à quelque chose, autant tenter, puis tout donner. Et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand j'ai fini l'université, j'ai décidé de faire une saison de ski. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a appris à l'université. J'ai gagné 2 paires de skis, d'ailleurs, pendant mes 3 années d'uni. Donc, j'avais une paire de poudreuses et une paire de skis de parc. Ils m'ont énormément servi. Donc, je suis partie faire une saison de ski à Tignes parce que je connaissais déjà un petit peu le domaine. J'étais partie en camp de ski avec l'Uni, donc je voulais absolument y retourner. Et puis, c'est là que je me suis mise à faire du ski vraiment tous les jours, quoi. J'avais un petit job, je travaillais que les week-ends et je skiais vraiment du début jusqu'à la fin de la journée. J'étais accro à ça. J'essayais de tout apprendre. J'ai passé pas mal de temps dans le parc. Voilà, c'est un peu là que l'amour du ski est vraiment, vraiment arrivé chez moi. Puis je commençais à prendre du niveau parce que j'en faisais beaucoup. Et puis, j'avoue qu'à ce moment-là, le niveau chez les nanas, c'était pas encore super avancé. C'était pas très compliqué, on va dire. Tu vois, si tu t'y mettais et puis que tu passais beaucoup de temps à faire un peu des tricks avec un petit peu de style, des grabs et tout ça, tu pouvais quand même assez facilement commencer, tu vois, une petite carrière dans le ski, on va dire. Donc, je termine ma saison de ski à Tignes et là, je me suis dit, bon, il est temps de commencer la vraie vie. Et même mes parents, mes potes, un peu tout le monde autour de moi me disaient, bon, bah, tu peux pas faire de ski toute ta vie, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai grandi, avec cette mentalité de, voilà, tu as fait ton année sabbatique, tu t'es mariée, maintenant tu vas trouver un vrai job. Et j'ai trouvé un job pour une entreprise pharmaceutique à Manchester, en Angleterre. Donc en avril, je suis même partie un tout petit peu plus tôt, avant la fin de la saison, pour débuter cette nouvelle aventure de travail. À Manchester, je me suis installée, c'était tout un peu fait dernière minute. Donc, c'était un travail un peu ordinaire, on va dire, dans un bureau. Ça commençait à 8h30 ou 9h du mat jusqu'à, je sais plus, 6h, un truc du style. Et puis, en fait, j'habitais à côté d'une halle de ski. Donc, on appelle ça un fridge, un frigo en anglais. Là, c'est aussi de la neige artificielle, mais au moins, c'est de la vraie neige. Et c'est dans une halle, un grand frigo, quoi. Il fait froid. Puis des fois, ils installaient un peu des rails, des seaux. Et j'allais tous les jours. À chaque fois que je finissais le travail, je partais, mais à fond la caisse. Et je faisais vraiment tout ce que je pouvais. Les week-ends, je me déplaçais pendant des heures pour aller faire du trampoline, pour essayer d'apprendre un peu des nouvelles figures et tout. Et 2-3 mois plus tard, j'ai vraiment pas duré longtemps dans ce boulot parce que en fait, ça me manquait tellement, le ski. Et puis, dès que l'automne est arrivé, tu vois qu'il commençait à faire un peu froid, j'aimais pas forcément mon job plus que ça. C'était pas pour moi. Et puis là, je me suis dit, bah, je suis un peu jalouse de toutes mes potes et tous mes potes qui repartent faire des saisons. Pourquoi pas moi? Donc voilà, je suis repartie. Saison à Méribel, numéro 2, c'était en décembre 2014. Et c'est là que j'ai fait mes premières compétitions FIS. Donc, à ce moment-là, j'avais un copain qui faisait des compètes de ski. Puis c'est lui qui m'a dit, mais viens, teste, essaye de... Je sais pas, tu t'en fous, à la limite, tu fais dernière, c'est pas trop grave. Oui, t'as rien à perdre en soi. Voilà, j'avais rien à perdre. J'avais encore mes vieux skis. Bah, à ce moment-là, ils avaient quand même 5 ans. Donc, ça a commencé à devenir un petit peu vieux, tu vois. Puis, j'avais mon petit matos à moi. Et puis, enfin, voilà, quoi. Je me suis un peu lancée dans ma toute première compète contre des filles qui étaient sponsorisées, des filles elles étaient toutes là avec une équipe nationale, quoi. Et j'ai fait 7e sur 14. Et c'était vraiment là que je me suis dit, en fait, tu vois, si j'arrive à mettre 7e, c'est pas trop mal, hein. Franchement, pourquoi pas en faire une ou deux en plus si j'ai l'occasion. Après, c'était pas ma priorité. Je t'avoue que à ce moment-là, j'y croyais pas du tout, quoi. J'étais vraiment en mode, je vais faire du ski, je vais essayer de trouver un peu ma voie. Ça va peut-être pas être dans le ski professionnel, mais c'est pas grave. Au moins, peut-être que je trouve quelque chose qui me plaira plus en station de ski. On peut très bien faire sa vie là-bas. Et quelques mois plus tard, je pense en janvier ou en février, un truc comme ça, de 2015, donc la même saison, il y avait une autre
une FIS ou je sais pas quoi, mais qui était un peu plus importante à Valto. Et Valto, c'est la vallée qui est juste à côté de Méribel. Du coup, je me suis inscrite. Je raidais assez souvent là-bas, donc je connaissais quand même bien le parc, je connaissais bien les copains, ça me faisait plaisir d'y aller. Là, de nouveau, j'ai fait 7e. Et il y avait l'équipe suisse qui était là-bas. Il y avait le coach de l'équipe suisse qui regardait, qui avait vu sur la feuille qu'il y avait je sais pas, une nouvelle Suisse quoi, qui en faisait partie, complètement inconnue. Il est venu vers moi et il m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe suisse de ski. Waouh. Et là, t'es tombée à la renverse. Ça doit être dingue. Je t'avoue, quand il m'a demandé, je crois que j'avais juste pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. Parce que j'étais même pas forcément plus heureuse que ça. Il me l'a dit, j'étais là. Attends, il me demande vraiment là de joindre l'équipe nationale. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un petit truc sur les côtés? Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas tout de suite capté, réfléchi à ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai continué à faire mon truc sans trop y penser, tu vois. J'ai continué ma saison. J'ai fait encore, il me semble, 1 ou 2 compètes. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis qualifiée en faisant mes petites compétitions à droite à gauche. Je me suis qualifiée pour la Coupe d'Europe, en championnat d'Europe. Je crois que c'était ça. Et le championnat d'Europe, c'était quand même une compétition qui était classée assez haute à ce moment-là. C'était important, ça donnait pas mal de points. Et là, je me suis qualifiée en 3e place pour la finale. Et en finale, j'ai fait 4e. Là, ça m'a débloqué carrément de l'argent de l'aide sportive. Et à ce moment-là, j'avais pas d'argent du tout. Mais vraiment, je sortais de l'Uni, j'avais même pas 200 balles dans mon compte, quoi. Je vivais vraiment avec ce que je gagnais les week-ends et c'était un petit 100, 200 euros, quoi. Donc, ouais, c'était très bienvenu cette aide à ce moment-là, j'imagine. Ah ouais, ça m'est vachement bienvenu parce que je crois que sans l'aide sportive, je serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis vachement reconnaissante et vraiment très heureuse d'avoir pu faire partie de ça. Donc, j'ai commencé en mai 2015, à la fin de cette saison, à m'entraîner avec l'équipe suisse. J'ai reçu de l'aide sportive. Et en novembre de la même année, je me suis cassé le ligament croisé. Donc, ça a mis un gros break. Je me disais quand même, tiens, peut-être que je pourrais devenir pro en ski et tout, mais avec un ligament croisé, normalement, c'est un peu ça termine les carrières, quoi. Assez souvent, chez plusieurs sportifs, moi, j'ai mis 8 ou 9 mois d'arrêt. Donc, ouais, donc ça t'a mise à l'arrêt avant même que tu commences vraiment, on dit. Exactement. Donc, avant de faire ce qui aurait été ma première saison de ski, d'ailleurs, j'appelle ça l'année 0. Parce que c'est l'année qui a pas pu se passer. Donc, voilà, j'étais un peu, j'étais super déçue, j'étais vraiment très, très triste. J'étais un peu paumée aussi, je savais plus trop quoi faire. Vraiment, j'étais paumée, quoi. C'est le seul mot que j'ai pour décrire ce moment-là. Du coup, tu faisais quoi? Je faisais de la rééducation, de la physio, et dans ma tête, je me disais, j'ai reçu 18 000 francs de l'aide sportive, ce qui est énorme. Hein. Pour moi, c'était passer de 0 à 18 000, ça m'a changé la vie. J'ai pu m'entraîner tous les jours sans vraiment devoir bosser, quoi. Et puis, c'est un peu comme ça que je me suis remise. J'ai passé 8 mois, 9 mois, pas trop savoir ce qui allait se passer. Mais à me dire, je sais pas, essaye, quoi. Enfin, pour l'instant, l'argent, c'est pas très important parce que j'en ai. Donc, voilà, autant mettre tout donner, quoi. Et je suis revenue. Et dès ma première saison, donc l'année d'après où j'ai fait mes premières Coupes du Monde, j'ai gagné ma première Coupe du Monde en Italie. Donc, en fait, j'ai tout de suite assez bien réussi, on va dire. J'ai tout de suite fait des résultats. J'étais prise en équipe nationale parce que j'avais assez de résultats pour entrer en équipe nationale. Et puis ça veut dire que tu peux t'entraîner encore plus, ça te décroche encore plus d'argent de l'aide sportive, ça débloque des sponsors, ça fait que les gens croient en toi. Puis c'était ma première saison et j'ai ramené mon premier globe de cristal. J'avoue que je savais même pas trop ce que ça voulait dire parce que je connaissais pas trop ce que c'était la FIS ou quoi. Moi, je me ramenais aux compétitions, on me disait où aller et puis je faisais et puis voilà. Mais en fait, c'était aussi un peu un mécanisme de défense, on va dire, de pas trop prendre d'intérêt là-dedans.
Parce que je me suis dit, si je prends trop d'intérêt dedans et que j'essaie de tout voir, comment ça marche et puis que je me rate, là, ça va être trop difficile. Tu mets une méga pression que, ouais. Ça va être trop compliqué. Et puis, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. C'est pour ça que souvent, quand on me demande, alors tu fais quoi t'es combienième en classement général, en phys, machin, je sais jamais, je regarde pas, j'ai pas envie de savoir, en fait. J'ai pas envie que ça me mette la pression, une pression pas nécessaire. Et ça marche sans le savoir, donc... Ouais, c'est une attitude, je pense, plus décontractée. C'est comme tout en général, quand on cherche pas absolument quelque chose, ça vient. Je dis pas que ça vient naturellement, mais si tu mets pas tous tes efforts et toute ton énergie dessus, c'est peut-être plus sain. Je suis tout à fait d'accord. Mentalement, ça t'enlève. Ouais, ça t'enlève un poids quand même. Ouais. Parce que justement, vous faites en équipe suisse, vous avez de la préparation mentale ou des choses comme ça ou pas du tout? On en avait un petit peu avant les Jeux Olympiques. Donc, à la fin de ma première année, en été, les Suisses ont engagé un préparateur mental pour l'équipe parce qu'au JO de 2014 à Sochi, bon, moi, j'y étais pas encore, hein, mais ces Jeux Olympiques, ils avaient quand même une équipe assez forte et tout le monde s'est raté vraiment un peu, ça s'est pas très bien passé, quoi, du tout. Même ils sont tous ratés, genre au premier rail ou au premier saut, il y a tout le monde qui est tombé. Puis je pense qu'ils ont dû se dire qu'un préparateur mental, ça pourrait servir. Et du coup, ils ont amené quelqu'un et moi, ça me convenait pas du tout, du tout. J'ai décidé au bout d'une ou deux sessions, j'ai dit non, j'y retourne pas, je suis désolée, c'est pas pour moi. T'en as pas vraiment fait usage. Ok. Et forcément, je voulais te parler un petit peu des JO, mais avant, peut-être pour vulgariser 2-3 thèmes, tu as le slopestyle, tu as le big air, tu as le halfpipe. Tu peux nous expliquer un peu juste vite fait ce que c'est les différences entre ces disciplines? Oui, alors dans le ski freestyle, il y a plusieurs disciplines, dont ces 3 que tu viens de dire, le big air, le slopestyle, le halfpipe. Alors le big air, c'est un seul saut, tout simplement. C'est un saut qui est même pas forcément plus grand que les autres, mais c'est un peu dans l'idée, quoi, t'as que un saut et puis là, tu essaies de mettre une figure qui est vraiment la plus belle que tu puisses faire. Après, tu as le slopestyle, qui est, à mon avis, la meilleure discipline, celle que j'aime un petit peu plus parce que tu as vraiment toute une course qui commence avec normalement soit 3 sauts ou des rails. En fait, c'est un combo, tu as des rails où tu passes dessus, tu fais un peu des tricks dessus, tu tournes. C'est des barres de métal, quoi, tout simplement, avec des formes un peu différentes. Et puis après, tu auras 3, voire 4 sauts, entre 2 et 4 sauts. Et du coup, le but, c'est de ne pas tomber, quoi, d'arriver en bas en tournant un peu dans tous les sens, en faisant des grabs. Des grabs, c'est quand tu touches tes skis, puis il y a beaucoup de manières de grabber ses skis. Donc, plus il y a de variétés, normalement, plus on a de points. Et puis après, tu as le halfpipe, qui est un U, en fait. Je pense que tout le monde peut s'imaginer un peu à quoi ça ressemble, un halfpipe. Et puis, le but, c'est aussi un peu comme comme les 2 autres disciplines, c'est d'arriver en bas, de tourner un peu dans tous les sens et sans tomber, quoi, et d'essayer de faire les figures les plus difficiles, les plus engagées, avec l'airtime aussi, enfin l'amplitude qui compte aussi beaucoup. Il faut que ce soit propre. Donc, si tu atterris avec les mains par terre, t'es considéré comme un crash, en fait. Donc, voilà, le but, c'est de bien atterrir, de faire du bon ski entre les obstacles et puis de pas tomber, quoi. Donc ça, c'est un peu tous les, comment on va dire, les critères qu'un juge ou des juges vont regarder en compétition. C'est, tu disais, la variété, la difficulté, l'amplitude et puis le côté un peu clean à l'arrivée, c'est ça? Ou il y a d'autres choses? Voilà, ouais, je crois que c'est ça. Il y a peut-être encore 1 ou 2 trucs en plus. Il y a quelque chose qui s'appelle overall impression, donc l'impression générale. Ils regardent un petit peu du haut en bas. Il y a certains skieurs qui font des figures ou qui font un run et c'est très très beau. Leur manière de skier entre les obstacles, ils font ça très très bien. Il y a juste une simplicité, on va dire, à leur run. Et ça, c'est le overall impression, qui est assez difficile à décrire avec les mots, mais il y a quelque chose du style, quoi, qu'on recherche. Et puis ça, c'est aussi noté. Et toi, du coup, ta figure préférée, c'est quoi? Alors moi, ma figure préférée, c'est un switch double 1080. C'est une figure qui veut dire que tu tournes 1080, ça veut dire que tu fais 3 fois trois tours, en fait. Et puis tu switch, ça veut dire que tu pars en arrière, que tu atterris en arrière. Et puis double, ça veut dire que tu as techniquement 2 fois la tête en bas.
Et celle que tu voudrais peut-être un jour réussir à faire, s'il y a encore des figures que tu as envie de tester? Oui, il y en a plein, j'avoue. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien pouvoir mettre un switch triple 14. Donc, ça rajoute une rotation et une fois la tête en bas. Je voulais te demander parce que j'ai regardé hier le film auquel tu as participé, The Collective de Faction Ski. Et j'ai regardé tout le film et du coup, à un moment, il y a quand même 2-3 bonnes chutes. Et je me suis demandé si justement, toi, tu étais plutôt du genre casse-cou et c'est pas que tu tentes n'importe quoi, mais tu dis, allez, on y va, j'ai ça en tête et je le fais et advienne que pourra. Ou tu es un peu, tu fais attention quand même. C'est une question assez intéressante parce que moi, je me suis toujours considérée comme pas casse-cou du tout, en fait. Assez calculée. Normalement, j'essaie toujours de faire des figures que je sais que je vais soit atterrir ou au moins poser sur les pieds. Et après, en fait, j'en parlais à une amie il y a une semaine quand j'étais à la Coupe du Monde de Dubaï. Et puis, je lui parlais un petit peu de tricks que j'aimerais bien essayer. Puis elle m'a dit, mais t'es tellement casse-cou, t'as peur de rien. Puis j'étais là, non, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que je suis une des skieuses qui a le plus peur comparé à toutes les skieuses. Donc, je sais pas, ça dépend à qui tu demandes, en fait. Pour revenir, on évoquait avant les JO, puis aussi les X Games. Quand tu es avant un run, c'est comment? Enfin, c'est quoi ton état d'esprit? Tu es en mode méga adrénaline, super excité, ou c'est un peu de la peur au ventre? C'est un mix? C'est un mix. Donc, normalement, avant mon run, je suis assez stressée. Même le jour avant, j'ai toujours le stress, mais je pense que c'est bien parce que ça donne du focus. Et puis, normalement, avant de vraiment dropper pour mon run, ou une fois que je pars, là, les nerfs partent d'un coup, quoi. C'est le calme, je suis sûre de moi, la confiance. Et puis, je pense que tu es obligé de l'avoir parce que si tu l'as pas, en général, ça marche pas aussi bien. Au JO et au X Games, ça a bien marché. Raconte-nous, c'était comment? Mais c'était vraiment dingue. C'était vraiment, vraiment dingue. Alors, les X Games, ça s'est passé 2 semaines avant les JO, en 2018. C'était la première fois que j'étais invitée aux X Games, en fait. À Aspen, c'est une énorme compétition. Il faut être choisi. Ils choisissent que les 8 meilleurs mondiaux. Donc, déjà, d'être sélectionné pour ça, c'est énorme. Et du coup, j'ai appris à faire un switch double 900. Donc, c'est comme le switch double 1080, mais sauf qu'il y a une demi-rotation en moins. Et j'ai appris à faire ça du côté gauche, mais vraiment 20 minutes avant le départ. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai testé, ça marchait. Ça posait sur les pieds. J'étais la première à courir et j'ai fait exactement la même chose, ça a posé. Et puis après, j'ai fait mon switch 1080 que je savais de toute façon faire. Ça m'a permis de remporter la médaille d'or. Par contre, je t'avoue que depuis 2018, janvier 2018, c'est plus assez ces 2 tricks pour gagner parce que le niveau a tellement augmenté que maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit peu restée bloquée sur ces 2 figures que je fais encore très souvent en contest. Et puis, en fait, il faudrait vraiment qu'un jour que je… Upgrade le… Oui, voilà, à mettre une upgrade quelque part. Je voulais te demander, c'est un peu quoi la place des femmes en ski freestyle? Alors, tu disais que le niveau a évolué, s'est amélioré avec le temps. Est-ce qu'il y a quelques années, quand tu as commencé, c'était une minorité, il n'y avait pas beaucoup de femmes et tu vois une différence maintenant? Alors oui, énormément. C'est 2 ou 3 dernières années, depuis que les femmes ont commencé à mettre des doubles dans leur run, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais on a aussi eu beaucoup de développement dans des outils qu'on utilise pour apprendre à faire du freestyle, dont l'airbag. L'airbag, c'est en fait, tu as un saut et puis l'atterrissage ou la réception, c'est un airbag. Donc, en gros, tu peux apprendre n'importe quoi, tu peux tomber n'importe comment, presque n'importe comment. Et puis, c'est un gros sac, tu réceptionnes sur un gros sac, donc il y a beaucoup moins de chances de te faire mal. Et puis, ça a permis à beaucoup, beaucoup de nanas de pouvoir progresser, développer des figures qu'elles n'auraient pas forcément testées sur la neige en premier. Donc, c'est super cool de voir ça. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dur. C'est de plus en plus difficile, ouais. Est-ce que toi, tu as des figures où tu t'imagines que tu voudrais les faire et puis du coup, tu vas travailler dans ce sens-là? Ou bien est-ce que des fois, c'est du spontané et puis tu fais des runs et tu vois ce qui sort au moment du saut? Ou c'est toujours très anticipé? Moi, j'utilise beaucoup l'airbag pour essayer de développer des tricks, mais après, j'avoue que sur la neige, j'ai toujours un petit peu peur. Moi, je crois que je suis plutôt une personne qui aime apprendre sur la neige. Et puis après, je m'entraîne sur la neige. Et j'avoue qu'il y a pas beaucoup de
pour moi, hein, personnellement, c'est peut-être un outil qui marche un petit peu moins bien pour moi, peut-être parce que ça me fait trop peur de les essayer sur la neige ou ça me demande un peu plus de confiance en moi avant d'essayer. Mais c'est assez sympa pour essayer de comprendre les nouvelles tricks, les nouvelles rotations, de comprendre un petit peu où est-ce qu'on est quand on est dans l'air. Moi, j'ai pas réussi en tout cas à apprendre un double sur l'airbag et puis à tout de suite pouvoir le mettre sur la neige. Alors que les autres filles, oui. Mais bon, après, on se découvre tout le temps quand on fait un sport comme ça. On apprend aussi un petit peu les meilleurs moyens de se développer. Tout le monde ne fonctionne pas pareil, quoi. Voilà. Et je vais te demander, puisqu'on parlait des JO avant, l'après-JO, ça ressemble à quoi? Enfin, j'imagine que ta vie a quand même un petit peu changé. Oui, alors les JO, c'était dingue. C'était tout aussi dingue que les X Games, surtout que ça s'est passé tellement, tellement proche en fait. Et pour moi, ça a juste explosé, on va dire. C'est vraiment là que je suis sortie de ma bulle, que j'ai commencé à comprendre vraiment comment ça marchait, le ski freestyle, comment les tricks fonctionnaient et tout ça. Et puis, je m'attendais déjà pas du tout à gagner les Jeux Olympiques. J'étais super stressée. C'était pas du tout une compétition que j'avais appréciée parce que j'étais dans le stress total. J'avais un peu mal partout. Et puis, au final, ça s'est super bien passé. On a beaucoup fêté ça avec l'équipe. C'était vraiment génial d'avoir eu Mathilde Gremaud, ma coéquipière suisse, qui était en deuxième place sur le podium avec moi. Donc, c'était vraiment une expérience phénoménale. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup débloqué d'opportunités, de sponsors, de compétitions, de tout, en fait. J'ai commencé à découvrir un peu des nouvelles choses qui me faisaient plaisir et de parler un petit peu, de trouver ma voix, de trouver ce qui me plaisait moins, un petit peu de découvrir ma personnalité aussi après ce genre de choses. Et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît moins, du coup? Qu'est-ce que tu as pu identifier? Ce que j'aime bien, j'avoue, c'est de pouvoir parler aux jeunes surtout, ils te regardent toujours avec les yeux grands ouverts, ils sont tout à l'écoute, ils sont trop, trop contents d'apprendre de toi. Et puis, je trouve que d'avoir une influence aussi élevée comme ça sur les autres, c'est vraiment chouette. Et puis de pouvoir partager des bons messages, c'est quelque chose qui me plaît énormément, que ce soit des messages sur l'écologie, sur la confiance en soi, sur le sport, sur un peu de tout, quoi, au final. C'est quelque chose que j'adore faire. Et les choses qui te plaisent moins et que tu essayes de mettre de côté? Les choses que j'ai toujours pas vraiment l'habitude de faire, c'est de faire beaucoup de trucs sur les médias. J'aime bien, mais je trouve ça assez difficile des fois de me mettre en avant et puis de parler de moi tout le temps, même si maintenant j'ai vraiment l'habitude, j'avoue. Je me demande souvent, mais il y a tellement d'autres athlètes, pourquoi ils me parlent à moi? Moi, en fait, j'ai pas du tout changé. Je suis une fille comme toutes les autres. Je suis pas plus intéressante que tous les autres, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. C'est vrai qu'au départ, c'était assez difficile parce qu'il y a tellement de demandes médiatiques que tu sais plus trop quoi dire ou comment te porter en fait. Et puis j'ai l'impression de souvent dire un peu la même chose. Et puis je me dis, mais pourquoi ils me demandent la même chose? J'ai dit ça 15 fois. C'est normal, les gens sont intéressés. Et puis je pense que si ça, peut-être qu'ils apprennent quelque chose et puis qu'ils se sentent mieux parce qu'ils ont lu un truc qui leur a plu ou quelque chose qui les a touchés. Voilà. Et toi, justement, toutes ces relations presse, médias et puis même sponsors, on y reviendra après, mais c'est tout toi qui gères toute seule ou tu te fais un petit peu aider? J'imagine que tu sais plus où donner de la tête à force. J'ai un manager qui m'aide avec tout ça, oui. Ah, quand même, ok. Cool. Et les sponsors, du coup, c'est lui qui se charge de un peu les démarcher ou bien c'est souvent les sponsors qui viennent à vous? Enfin, ça se passe comment en général? C'est ça. Alors, c'est lui qui va chercher les sponsors, qui fait beaucoup de communication avec les sponsors pour moi. Donc, ça m'aide énormément parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de trucs à faire, en fait. Donc, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui peut un peu me diriger, me dire ce qu'il faut faire, ce qui est important, ce qui est moins important et tout ça. Après, il y a pas mal de sponsors aussi qui viennent spontanément, qui viennent demander ou des fois, c'est tout simplement moi qui les trouve. Donc, un peu de tout. Si tu as un coup de cœur pour quelque chose ou ce genre de choses. C'est ça. Écoute, je crois qu'on arrive gentiment à la fin. Peut-être juste une autre question avant que je conclue. Je voulais te demander si ça avait été en fait difficile de garder la motivation après
tant de victoires, bon, tu disais que tu dois un peu te réinventer et puis essayer d'upgrader le niveau aussi. Donc, j'imagine qu'il y a du challenge. Mais est-ce que c'était dur post-JO, post-X-Game, de garder la motive pour dire je vais continuer à bosser et à avancer? C'est une super bonne question parce que avant les JO, en fait, j'avais très, très, très peur de ça. Vu que c'était que ma deuxième saison de ski professionnel, j'avais vraiment peur que si je gagnais les JO, ce serait un petit peu comme gagner la loterie. Et il y en a beaucoup qui gagnent la loterie. Si vraiment tu t'imagines de gagner la loterie et puis d'avoir assez d'argent toute ta vie, est-ce que tu perdrais la motivation de travailler, de faire quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Est-ce que tu aurais juste envie de t'acheter plein de choses et puis de juste un peu tout lâcher, de te dire mais de toute façon, j'ai pas besoin de me stresser pour telle et telle chose parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis, en fait, si j'ai pas du tout eu cette démotivation, ça a plutôt joué dans l'autre sens. J'étais encore plus motivée de me pousser, de développer mes capacités en tant que skieuse et puis d'essayer de continuer à gagner des contests. Et je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pu faire 2 saisons après les JO qui se sont super, super bien passées. J'ai fait des médailles à nouveau aux X-Games. Et puis, j'ai eu un 2e globe de cristal. Et puis, l'année d'avant, j'étais à 1 point de gagner, de remporter le cristal, le globe de cristal. Donc, c'était quand même si j'ai fait 2e, c'était quand même une saison qui s'est super bien passée. Pour conclure un petit peu, 2 questions. La première, je vais te demander s'il y a un conseil que tu aurais pu te donner il y a quelques années en arrière, ça aurait été quoi? Conseil que tu aurais bien voulu entendre, on va dire. Alors, quand j'ai commencé le ski au niveau un peu professionnel, quand je suis entrée en équipe suisse, j'ai vraiment pensé que j'étais vieille, que j'étais assez âgée, que mon temps était très limité. Et du coup, j'arrêtais pas de faire de ski, je prenais pas de jours de repos. Si je ratais un run, ça me rendait dingue parce que je pensais que j'étais en train de gaspiller mon temps et que vraiment j'avais tout le temps peur de cette limite de temps. Et puis en fait, même j'avais 25 ans et puis j'ai pas réalisé que j'avais tellement de temps pour apprendre à faire des tricks, à vraiment développer mon ski d'une bonne manière plutôt que d'aller trop vite et puis de me blesser. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. En 2015, j'ai duré même pas 6 mois avec l'équipe et je me suis déjà cassé le ligament croisé dans mon genou. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis aussi un peu aux jeunes filles aujourd'hui, c'est ne va pas trop vite, tu vois. Tu fais une trick si tu la sens, si tu le sens pas ou si tes bases ne sont pas assez fortes, ne va pas plus loin. Travaille les bases, il n'y a pas de rush. C'est beaucoup plus important que d'aller trop vite et de se faire mal. Et pour finir, est-ce que tu as des projets et des ambitions? J'imagine que tu en as plein. Est-ce qu'il y a des compètes qui arrivent bientôt? Est-ce que tu as des ambitions particulières pour la suite de la saison, voire l'année prochaine éventuellement? Oui, alors cette année, je vais en profiter pour filmer un petit peu plus. Donc, j'ai 1 ou 2 projets de films que j'espère vont pouvoir se faire en tout cas. Et puis, cette année, il y a encore les X-Games, il y a un championnat du monde. Les championnats du monde, c'est encore une compétition à laquelle je n'ai jamais eu de podium. Donc, ça pourrait être vraiment, vraiment cool de ramener une médaille. Et puis sinon, continuer à faire du ski, de continuer à poser des runs, à faire rêver les autres, à essayer de recruter des filles dans ce sport qui est aussi chouette. Pas que des filles, mais des jeunes, des garçons, des filles, de tout le monde, quoi. Donc, voilà. Plein de choses. Génial. Merci beaucoup. Mais merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Sarah pour ta participation et un clin d'œil à Marine, merci beaucoup pour la mise en relation. Vous pouvez suivre Sarah sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site saraheuflin.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.